Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum. Faire entendre ce qui habituellement se sent, voilà ce que je propose dans ce podcast consacré au parfum. Écouter les fragrances, imaginer les effluves, se laisser porter par la voix et inviter l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Quel programme! Laissez-vous transporter par les parfums et les mots et savourons ensemble cette rencontre avec le parfum au travers d'interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Alexandra Carlin, créatrice de parfums au sein de la maison de composition Symrise, mais aussi pour différentes marques de parfums indépendants. Elle nous raconte aujourd'hui ce qui la fascine dans son métier, en particulier l'usage des ingrédients naturels. De l'appartement étoile à Paris, elle nous emmènera à Madagascar, terroir unique au monde pour de nombreuses plantes à parfum, comme la vanille. Occasion d'évoquer d'autres nombreux pays fascinants, comme l'Inde par exemple, et puis d'aborder sa manière de créer. L'éventail d'influence est large, puisant dans les voyages, la cuisine et la littérature au gré des rencontres. C'est parti pour notre périple parfumé. Bonjour Alexandra. Bonjour Isabelle. Avant d'embarquer pour Madagascar, peux-tu nous présenter le lieu particulier où nous sommes pour notre interview parfumée, donc l'appartement étoile en plein cœur de Paris, où il semble que l'inspiration olfactive croise diverses autres disciplines artistiques, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était l'idée d'avoir ce studio sur Paris et puis de pouvoir être libre d'inviter différents corps de métier, différentes disciplines artistiques. Et puis nous aussi, on vient travailler pour être aussi un petit peu au calme. On a 2 postes de pesée, donc on peut venir avec son assistant. Puis c'est proche des musées, c'est proche de beaucoup de choses. Quand ils seront réouverts, on pourra de nouveau en bénéficier. Quels sont les autres arts ou artistes qui sont déjà passés par ce lieu qui est splendide, faut le dire? Il y a des musiciens qui sont venus, il y a des professeurs de yoga et de méditation, des artistes plasticiens, plein de différents corps de métier. Voilà, on a pas mal de projets en cours, notamment des expositions aussi. On peut faire des lancements, voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment un lieu très très vivant, souvent plein de monde. Donc vu qu'il y a plein de salles, c'est très bien, chacun a son espace. Et puis avec cet mini laboratoire au milieu qui est très fonctionnel. Paris, aussi une de tes sources d'inspiration. On va en parler avant de prendre l'avion pour l'Inde au passage et Madagascar. Qu'est-ce qui t'inspire le plus au bout de nombreuses années où tu vis à Paris depuis? Moi, je suis née à Paris. Voilà. Ce que j'aime, c'est tout ce qui est culturel, en fait. Évidemment, j'adore ma ville en termes d'architecture, de commerce, de marché, de terrasse. Mais même encore en ce moment où finalement tout est fermé, on trouve quand même la possibilité d'aller voir des galeries. Il y a des galeries qui exposent des œuvres simplement en ouvrant leurs portes. Malgré tout, il y a une résistance quand même de la culture. Et même si depuis 1 an, effectivement, on voit un petit peu moins l'intérêt de vivre ici, malgré tout, on sent qu'il y a une demande très forte des gens. Moi, je sais que quand ils ont annoncé le second confinement en octobre, j'ai posé mon après-midi, je me suis ruée dans les musées, voir différentes expos que j'avais pas encore pu voir, et c'était plein pour un jeudi après-midi, c'était plein. Donc les gens sont vraiment en demande de ça. On a bien vu que dès que tout a réouvert, il y a eu plein de vernissages, et voilà. Et même encore aujourd'hui, il y a un petit côté underground, mais on peut encore trouver des expositions en visite privée. C'est vrai que quand on regarde, finalement, chaque jour, il y a quelque chose à faire. Maintenant, j'avance en âge dans ma famille, j'ai 2 enfants, donc je suis pas tout le temps dehors, mais c'est vrai que quand on regarde chaque jour, il y a quelque chose à faire et à découvrir à Paris, que ce soit un nouveau maître boulanger, une nouvelle exposition, une nouvelle sculpture, ça et là. Enfin, c'est très riche. On va décoller pour passer quelques minutes en Inde. On s'était rencontrés il y a quelques temps, tu en revenais avec les yeux très très brillants en termes de création de parfums, que ça te nourrit encore? Oui, bien sûr. En fait, l'Inde, c'est vraiment un pays où je suis allée finalement sur le tard, puisque j'avais fini mes études de parfumerie. Mais c'était le premier voyage que je voulais faire avec mon premier salaire, quelque part, de parfumeur. Parce que quand on apprend les matières premières à l'école, donc moi j'ai fait l'ISIPCA, on voit que l'Inde, c'est vraiment le berceau de toutes les matières premières. Finalement, il y a énormément de choses qui sont originaires d'Inde, que ce soit dans les fleurs, dans les bois, dans les résines, dans les épices. Et voilà, du coup, ça me tenait à cœur. J'ai fait énormément de voyages là-bas depuis. À une époque, j'y allais 2 fois par an, donc ça va vite. J'y suis finalement vraiment jamais allée pour le travail. J'y suis allée vraiment des fins personnelles, pour effectivement visiter les champs d'épices, les champs de fleurs, mais aussi beaucoup pour l'histoire, l'architecture, la danse que j'ai pratiquée à un moment, le Bharatanatyam.
Et voilà, puis aussi pour tout le côté culturel qui me touche là-bas, puis d'une manière générale dans le monde. Mais pour les matières premières, aujourd'hui, j'ai Madagascar. Alors justement, là, on va aller sur l'île. Peux-tu nous raconter ta première rencontre avec l'île et ses senteurs en 2014, je crois ? Exactement, c'était en 2014. J'ai fait partie du premier convoi de parfumeurs, notamment avec Maurice Roussel. C'était un long voyage parce qu'on est parti quand même 16 jours sur place. Dans tous les pays un petit peu chauds et humides, quand on arrive, c'est cette odeur très présente d'humidité que moi j'aime beaucoup parce que justement ça me rappelle quand j'arrive en Inde, ça me rappelle quand j'arrive au fin fond de l'Amazonie à Téfé. Voilà, c'est vraiment cette odeur particulière des pays comme ça où il fait très chaud et humide, un peu aussi de poussière, un peu goudronné. C'est très spécial, mais du coup voilà, c'est quelque chose de vraiment caractéristique. Et puis très vite on était embarqués parce que à Madagascar, donc on était à Tananarive au début, mais très vite on part dans la Sava. Dans un petit coucou. Et la Sava, c'est la région du nord-est où se trouve la vanille. C'est la raison pour laquelle Symrise s'est implanté là il y a un peu plus de 10 ans. Le point de départ, c'était vraiment la région de la vanille. Et puis, donc, ce premier voyage, on y allait aussi pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre là-bas, étant donné qu'on avait vraiment cette relation déjà de confiance, la société et les fermiers, près de 7000 fermiers, sur la récolte de la vanille. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre, puisqu'il y a beaucoup de terre là-bas. Il y a beaucoup de pauvreté, mais par contre, les gens ont beaucoup de terre. Et l'idée, c'était de voir comment on pouvait diversifier. Donc, on a senti plein de choses pendant ces 15 jours. On est monté tout en haut d'une montagne, histoire de voir s'il n'y avait pas quelque chose là-haut. Ça a duré 4 jours d'ascension, wow. Avec les sangsues, avec parfois la pluie, avec les poulets qui montaient avec nous. Et c'était magique de vivre ça avec notre équipe sur place. C'est beaucoup de Malgaches ou des Français qui sont là-bas depuis très très longtemps. Et puis entre parfumeurs aussi, parce que voilà, ça a créé un lien qui était déjà là, puisque moi, Maurice, en tout cas, c'est lui qui m'a recruté maintenant il y a 13 ans chez Symrise. Mais voilà, donc ce voyage, voilà, ça a un petit peu assis notre relation, quoi. C'était. Ouais. Ça y est, on est parti pour Madagascar, mais est-ce que tu peux nous rappeler comment est née l'idée de faire de Madagascar un lieu privilégié pour les naturels de Symrise ? Du coup, voilà, il y a cette terre qui est vraiment la terre rouge en fait, qui est très très fertile et très bonne pour le gingembre, pour le vétiver, pour le géranium, et évidemment donc pour la vanille, pour le patchouli aussi. Le patchouli, c'était une matière qui a été réintroduite il y a 7 ans, mais qui, il y a très très longtemps, a été cultivée à Madagascar. Donc finalement, voilà, c'est une terre assez proche de celle de l'île de la Réunion, où tout pousse et tout est bon. Donc en fait, nous, on était partis avec pas mal d'échantillons de matières premières qu'on avait à la palette, de plein de fournisseurs différents, puisqu'on travaille avec énormément de fournisseurs de naturels. Et l'idée, c'était vraiment que le soir, on se faisait des sessions en sentant en aveugle nos échantillons contre ceux que les paysans nous donnaient. On allait voir les paysans qui ont des alambics de brousse, en fait. C'est l'expression là-bas, c'est vraiment pas une expression que je leur donne, il dit on est en brousse, ça veut dire voilà, on est parti effectivement au milieu de la forêt, donc il y a des alambics, et donc on assistait un petit peu à la distillation de la cannelle, du girofle, de la citronnelle rouge. Et donc le soir, on sentait en aveugle, quand on avait des choses à comparer, on sentait tout. Et à chaque fois, c'est vrai que ce qui venait de Madagascar était exceptionnel. Il y a vraiment quelque chose de magique là-bas. Et en discutant aussi avec nos collaborateurs, c'est pas tant il y a le terroir, ça c'est sûr, mais la vanille, dans toute la Sava, elle va sentir différemment selon que ce soit Christophe qui la récolte ou Jean-Jacques. Enfin, il y a vraiment une idée d'humain aussi et de qui la récolte, qui la fait pousser. Et c'est comme ça pour toutes les matières, en fait. Ah, elle va avoir une personnalité en fonction de la personne qui va le... Voilà, c'est Clément qui travaille au magasin de vanille, donc qui lui reçoit la vanille verte, parce qu'il y a tout un endroit où on fait maturer la vanille. C'est ce qui va permettre de développer la vanilline. Quand la vanille arrive verte, elle est encore pleine d'humidité, donc il faut vraiment la sécher. Enfin, tout ça, c'est vraiment des process très, très longs. Et voilà, quand on parle de l'iris en Europe et tout ça, mais donc là, c'est pour la vanille, le séchage au soleil, pas au soleil, tout ça. Et il dit, moi, je sais sentir quand la vanille, elle vient de tel ou tel coin de la Sava parce que j'ai l'habitude. Donc, c'est la façon dont elle a été conservée jusque-là, c'est comment ça sent chez le gars. Enfin, parce que la vanille, ça prend tout. Les personnes, on dit le magasin, ça ressemble plus à un grand entrepôt. En fait, les personnes là-bas ne portent pas de parfum.
parce qu'il ne faut pas que la vanille prenne l'odeur en fait. Donc voilà, toutes les personnes qui sont là pour trier, alors ils trient aussi à l'odeur, ils savent si au nez, voilà. Si elle a un champignon par exemple, si elle est infectée, ils le sentent tout de suite en fait, donc ils peuvent mettre de deux côtés. Donc pour nous c'était enchanteresque. Est-ce que tu peux nous raconter la journée d'un de ces agriculteurs, un peu comme en Inde où on voit les cueilleuses avec un rythme selon les saisons Tout est saisonnier. C'est vrai que quand on y va, c'est encore au moment c'est souvent en fin d'année, avant les cyclones, tout ça. J'y suis retournée depuis. C'est au moment de la pollinisation de la vanille. Et du coup, ça, c'est très tôt le matin, ça commence. Et tout est manuel. Ce sont des femmes, ça s'appelle les marieuses, qui, justement, avec une petite épine d'agrumes de Combava, pollinisent manuellement la fleur. Qu'est-ce que l'agrume de Combava pour nos auditeurs? Le Combava, c'est un petit agrume qui est beaucoup utilisé en cuisine là-bas, notamment pour les poissons. Il y a des épines au niveau des feuilles et tout, donc ils s'en servent pour polliniser. Donc voilà, c'est vraiment rythmé par les matières premières. Jusqu'à présent, c'était vraiment la vanille. Donc la pollinisation de septembre-octobre et après décembre-janvier. Et après, de janvier à juillet, il ne se passe rien parce que c'était le moment où la vanille se développait sur la liane et était en train de mûrir en fait. Ça s'appelait le temps perdu. À temps perdu, on va faire autre chose. Mais là est né le programme de diversification Cimagro. Finalement, de janvier à juillet, il y a plein d'autres choses qui poussent à Madagascar. Il y a notamment le gingembre, il y a la mandarine, le pamplemousse. Ça permet à temps perdu de développer d'autres naturels. Donc certains sont équipés d'alambics. C'est pareil, c'est un partenariat avec la société. On a aussi une grosse usine là-bas, donc aussi on peut récupérer la matière première brute et la traiter sur place. Tu as dû emprunter à plusieurs reprises la route d'Antalaha, qui est la capitale de la vanille. Quelle place tient cet ingrédient dans tes créations? La vanille, donc, a un certain prix, mais c'est vrai que rien que de pouvoir l'utiliser même des fois en trace, quand c'est pas l'orientation de mon parfum ou que je travaille pas sur un oriental, simplement d'utiliser en trace, ça donne une patine, ça donne de la richesse, de la profondeur. C'est pas sucré en fait, c'est presque comme du daim en fait, ça donne une petite patine. J'ai remarqué ça il y a pas longtemps aussi, on sentait beaucoup de confiture avec une personne de la chambre confiture et dans beaucoup de créations d'accords, elle rajoutait de la vanille et je trouvais que c'était toujours meilleur avec en fait. Et on l'identifiait pas forcément, mais il y a une espèce de rondeur. Depuis, j'ai un peu gardé le tips pour les parfums. C'est vrai que dès que j'essaye toujours d'en mettre une petite trace. Alors, outre le gingembre, le patchouli, l'ylang-ylang que tu as cité tout à l'heure, il y a des ingrédients plus originaux, comme la feuille de baie rose. Je crois qu'il n'était pas utilisé en parfumerie jusqu'à récemment et tu sembles avoir eu un coup de cœur pour cette baie rose, la feuille de baie rose. Oui, la feuille de baie rose n'était pas du tout utilisée. Du coup, c'est vrai que c'est comme un laboratoire qu'on a sur place, là, avec les distillateurs. Et en plus, Christian, qui est le producteur de baie rose et de citronnelle rouge, fait les fruits et la feuille. Et la feuille, c'est une note poivrée, très très fusante. Il y a un côté aussi encens, un peu élémi, qui a assez bon marché par rapport à la baie rose fruit, parce que le rendement est bon. C'est super intéressant parce que ça pousse les citrus, ça pousse les autres épices. C'est un super ingrédient. Tu viens de le dire, Madagascar, c'est un vrai laboratoire à ciel ouvert. C'est impressionnant. Alors, 80% des ingrédients qui poussent là-bas ne sont pas d'origine de l'île. Oui, c'est ça. Ils ont été réintégrés. Ouais. Il y en a certains qu'on découvre en ce moment, comme le longoza, qui sont vraiment endémiques. Mais sinon, oui, la plupart, le géranium, tout ça, ils ont été importés. Il y a aussi un principe sur l'île qui est de Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Est-ce que tu as pu constater aussi à quel point les pratiques liées à ces ingrédients étaient différentes peut-être de notre univers? Ah oui, absolument. Pour le coup, ils sont vraiment très, très en avance et très au fait, mais c'est quelque chose qui est naturel chez eux parce que justement, il ne faut pas gâcher. Et du coup, tout ce qui est compost, c'est très, très étudié. Il y a même un endroit dans l'usine qui est réservé à ça, des serres où ils regardent les différents composts, quels sont les mieux pour la préservation des sols. Le vétiver, par exemple, c'est comme une mauvaise herbe, en fait. Et nous, on utilise la racine. Et donc après, l'herbe de vétiver est coupée et on s'en resserre aussi après comme compost. Ça devient de la paille de vétiver et tout est réutilisé. Les feuilles de patchouli, donc là c'est récent, ça a été réintroduit il y a 7 ans, donc c'est encore en développement. Une fois que les feuilles ont été distillées, donc on les récolte, c'est séché comme sur des cordes à linge, c'est assez joli, à l'ombre. Ça c'est super important parce que si c'est au soleil, on perd la quantité de patchoulol et c'est ce qui fait la note terreuse et reconnaissable du patchouli. Donc c'est vraiment sur des cordes à linge et une fois que c'est distillé, il y a quelque chose qui s'appelle le cake de patchouli. C'est une odeur
incroyable, très animal. Il y a vraiment un côté un petit peu écurie. Et ça, oui, c'est réutilisé aussi comme engrais, en fait. Ça doit te plaire parce que je crois savoir que ta Madeleine de Proust n'est pas l'odeur des chevaux. Si, c'est ça. Oui, j'ai adoré. Si je pouvais faire un sim trap, donc extraire l'odeur de ce cake de patchouli, j'adorais. Donc actuellement, ils s'en servent comme engrais, mais voilà, c'est vrai que tout est super calculé. Évidemment, vu qu'il y a de la distillation, il y a besoin de bois de chauffe. Et ça, il y a toute une forêt dans le programme de replantation. Et alors, c'est des arbres de niaouli, c'est des arbres d'eucalyptus, il y a de l'acacia aussi. Voilà, tout ça, ça va servir de bois de chauffe. Et du coup, voilà, c'est replanté régulièrement juste à côté de l'usine. Alors, avec tout ça, tu as dû enrichir ta palette d'ingrédients, leur trouver différents rôles dans tes créations. Alors, on sent qu'il y a l'odeur, il y a la provenance, et puis il y a l'histoire. C'est vrai que surtout quand on est parfumeur, au début c'est très théorique. Quand on commence, on est dans un laboratoire, en tout cas quand on est né en France, hein, on est dans un laboratoire, on apprend à l'école, on apprend après dans sa société, mais c'est vrai que c'est un tel luxe de pouvoir voyager, d'aller à la rencontre de ceux qui connaissent vraiment les matières premières avant qu'elles soient transformées, qui les aiment, qui les élèvent. Donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a quand on peut voyager. Et après, bien sûr qu'on pense à eux, on a invité à manger chez eux, on les connaît par leur nom, donc bien sûr ça rajoute un peu de saveur. C'est le cas pour Madagascar, mais c'est le cas aussi pour tous nos fournisseurs qu'on connaît. Je pense aux Égyptiens, Fakri. Voilà, ils ont une personnalité, on les voit souvent. Enfin, bien sûr qu'on pense à eux aussi quand on utilise la matière, et ça donne encore plus envie de les utiliser. Il y a une région ou une île dans lesquelles les ingrédients sont encore à explorer, que tu aimerais aller explorer toi-même? Peut-être l'absinthe en Mongolie, parce que voilà, j'ai pu vérifier quand Kessel parle des steppes à odeur d'absinthe. Alors lui, il parle d'Afghanistan, mais alors là, en Mongolie, ils ont de l'absinthe vraiment sous les pieds. C'est enivrant le soir quand on est sous les yourtes ou dans des tentes. Ça empêche de dormir. Voilà, donc je me dis, tiens, c'est marrant, on n'a jamais été sourcé l'absinthe en Mongolie. Pourtant, il y a de quoi faire. Alors, on va peut-être revenir à Paris, parce que là, on a fait un beau tour du monde. Et afin d'accompagner la parfumerie dans la naturalité et dans la mutation vers la durabilité, il y a une nouvelle collection chez Symrise qui est parue, c'est la Garden Lab, qui explore la piste des légumes. Qu'est-ce que te permet cette intégration d'ingrédients inédits, finalement, dans ta création? Il se trouve qu'il y a 5 légumes qui ont été exploités, et donc c'est comme si on avait 5 matières premières d'un coup. Honnêtement, j'aime les 5, et les 5 sont très différents, et les 5 sont tellement le légume qu'ils représentent. Artichaut, asperges, poireaux, chou-fleur et oignons. Et oignons, voilà, c'est ça. Et ils sont tous qui disent, en fait. C'est ça qui est super intéressant. Après, voilà, je pense au poireau. Le poireau, il est super salé. C'est un peu comme une Madeleine de Proust, en fait. Donc, ça agit sur les gens en disant, c'est la soupe de ma grand-mère, quoi. Donc, c'est intéressant. Après, on va pas faire les parfums qui sont le poireau. En revanche, ça amène du salé, du iodé. C'est super intéressant pour donner une facette marine. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a un côté aussi très vert, hein, mais voilà, je suis vraiment dans le côté iodé. Ça me fait penser à la cuisine japonaise. Donc, c'est super intéressant pour sophistiquer une note un peu, soit gourmande salée, soit marine. Ça donne des facettes en plus. Et l'oignon, on a du mal à imaginer la facette de l'oignon. L'oignon et l'odeur, ça sent un peu l'oignon caramélisé et en même temps un peu vinaigré également. Il y a le côté soufré, donc évidemment ça va facilement dans les notes fruits exotiques, mais du coup pas que, vraiment le côté caramélisé. Donc ça on peut imaginer dans plein de choses. Et le chou-fleur, parce que quand on sent le chou-fleur en pleine cuisson, excuse-moi, ça fait pas rêver. Et oui, mais le chou-fleur, des fois aussi on ouvre les chakras. C'est intéressant de voir aussi aujourd'hui le chou-fleur chez les grands chefs, qui est très très utilisé. Il le réinvente. Il y a le côté chou-fleur rôti, là, qui vient un peu de la cuisine méditerranéenne, mais il y a aussi le chou-fleur utilisé dans les desserts, comme l'asperge d'ailleurs. Et du coup, finalement, cette odeur un petit peu aussi quelque part, c'est une odeur un peu soufrée, oui, sulfurique. Elle est travaillée par les chefs avec du sucre, pour enrober tout ça. Donc donc nous on regarde aussi ce que font les chefs dans ces cas-là. Alors justement, vous allez parler de ces chefs. Tu as une proximité particulière, une histoire avec ces chefs. Il y a une affinité avec la cuisine pour tes créations de parfums. Oui, moi je cuisine parce que voilà, j'aime bien ça, mais je suis pas du tout une spécialiste ou même je peux pas dire que que j'utilise ma créativité dans la cuisine. Mais par contre, j'adore regarder les émissions de cuisine, j'adore les regarder sur Instagram.
C'est super stimulant et ouais, c'est très inspirant pour moi de voir ces associations parce que souvent, dans notre palette, on a souvent la même chose qu'eux, en fait. Que c'est assez facile, du coup, de s'inspirer de leurs accords pour... Oui, mais sans sentir. Tu imagines l'odeur des ingrédients que tu vois à travers une photo ou un écran. Oui, de la même manière qu'il y a je sais pas combien de spectateurs qui verront Top Chef, on ne peut pas goûter, mais on a l'impression de goûter avec eux. Ouais. Ça nous amène à tes différentes créations, en l'occurrence au sein de Symrise, pour des marques plus confidentielles, et puis ton engagement auprès du Journal d'un nanosmic. Oui. De quoi s'agit-il? Oui, alors Journal d'un nanosmic, donc c'est un collectif, il y a des gens du milieu de l'édition, donc il y a Martin Jacquard, le créateur qui est évaluateur de formation, il y a une graphiste, il y a un parfumeur, et parfois plusieurs parfumeurs, parce qu'il y a aussi mes collègues chez Symrise qui ont participé à plusieurs événements. Depuis 2000 aussi, ça doit remonter à 2016, ma première collaboration. Il m'avait demandé d'écrire une préface pour le livre Première matière, qui était fascinant. C'était justement comment les odeurs peuvent susciter des émotions et de la création, puisque ces 22 odeurs avaient été envoyées à 22 artistes de tous bords, qui avaient juste reçu une petite, on appelle ça des marmottes, des petits flacons, avec peut-être juste un chiffre dessus, enfin en tout cas aucun nom. Et chaque artiste, que ce soit des musiciens, des poètes, des plasticiens, avaient créé en fonction de cette odeur. Voilà, c'était le point de départ. Donc moi, ça m'a vraiment emballé ce projet. Et puis voilà, suite à ça, j'ai fait plusieurs collaborations, plein de différents artistes. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Je fais 1 ou 2 événements par an. À qui ça s'adresse ? Souvent, quand on fait les lancements, c'est beaucoup des collectionneurs d'art, puisque de toute façon, c'est toujours relié à des artistes. Les œuvres sont mises en vente. Donc, il y a quand même beaucoup de gens de l'art et puis de gens du parfum, quoi, via les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'élèves aussi de parfumerie qui connaissent, je pense. Et voilà, donc ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Il faut juste être connecté, quoi. Et le prochain événement, malgré le contexte, tu peux en parler ? Alors, le prochain événement, ça sera, oui, quand les galeries seront rouvertes, ça sera avec un artiste plasticien qui s'appelle Jonathan Bréchignac, qui est en train de réaliser une installation complètement incroyable. Vraiment, il a tout un monde très fantasmagorique. Donc, je veux créer quelque chose pour cette installation. Est-ce qu'il y a dans le même temps des œuvres d'art, tout domaine confondu, vers lesquelles tu vas spontanément et qui portent ta création ? C'est des choses qui m'ont marqué, que j'ai vraiment imprimées dans ma mémoire, mais par contre, voilà, je suis sans cesse en train d'en chercher des nouvelles. Ouais. Et en termes de littérature, tu as un parcours littéraire à l'origine, donc ça marque. Le dernier livre que j'ai lu, Yoga, d'Emmanuel Carrère, qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé. Et oui, effectivement, j'ai passé un bac littéraire il y a très longtemps. Et la même année, j'ai su que je voulais être parfumeur. Donc, je me suis reconvertie tout de suite après le bac pour pouvoir faire l'ISIPCA. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je crois que tu as voulu être parfumeur grâce à ton mentor que tu as entendu sur les ondes, qui parlait de son métier. Là, ça a été un coup de cœur. C'est une belle histoire, ça. L'histoire, c'est que c'était en 97, du coup, juste l'année avant mon bac. Je ne savais pas qui était cette personne que j'avais entendue à la radio. À l'époque, j'avais pas du tout de connexion avec la parfumerie et on s'est rendu compte tous les deux en 2017, donc ça fait 20 ans après, c'est ça ? Et ça faisait déjà 10 ans que j'étais chez Symrise qu'en fait, cette personne, c'était Maurice Roussel. Et voilà, il est venu me dire, donc 20 ans après, que en fait, c'était lui. Et donc, ça faisait déjà 10 ans qu'on travaillait ensemble quand même. Mais on se parle pourtant. Mais... Ah, quand même. Il paraît que tu as un répertoire inversé. C'est depuis l'école que j'ai ça, donc ça fait très longtemps. Donc quand on apprend les matières premières, c'est vraiment la façon pour un parfumeur de les mémoriser, c'est aussi d'écrire tout ce qu'on ressent et tout ce que les autres ressentent aussi, puisqu'on partage avec d'autres personnes. Et c'est intéressant parce que des fois, il y a des facettes qu'on ne voit pas et qu'on voit plus tard. C'est vraiment en fonction de l'expérience, des occasions. Évidemment, un répertoire logique qui commence par le nom de la matière première, que ce soit naturelle ou synthétique. J'ai un répertoire inversé qui commence par des noms où je cherche, par exemple, sueur, où je cherche adrénaline, où je cherche salé, des émotions, des mots, et évidemment des choses beaucoup plus figuratives comme tomate. Comme navet ou pas que des légumes, bien sûr. Quel est le parfum que tu rêves de créer aujourd'hui ? Ça, c'est une question. Moi, en fait, je ne pense pas à un parfum en particulier. Au moins à base d'absinthe, apparemment. C'est pas facile en plus à utiliser l'absinthe. J'adore la tuyonne, mais non, en fait, moi, j'adore ce que je fais aujourd'hui parce que vraiment,
Je travaille pour plein de marques différentes. J'ai pas de manque parce qu'elles sont toutes riches d'une histoire ou quand elles sont nouvelles, c'est parce que l'histoire me plaît que j'ai envie de travailler pour ces nouvelles marques. Aujourd'hui, je ressens vraiment zéro frustration et je me dis que simplement plus ça va aller, plus je vais me faire plaisir et plus je vais avoir d'opportunités de travailler avec des marques chouettes ou pour des événements artistiques. Et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis parfaitement épanouie dans ce que je fais. Et voilà, j'ai juste envie de créer des parfums qui plaisent et qui sont portés par les gens. Merci Alexandra. En attendant, ça se voit, mais ça s'entend. Et merci beaucoup. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis sur La Voix du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur La Voix du Parfum, le podcast. À bientôt!